Nous allons parler d'un regard croisé ce soir des États-Unis avec cette question. Qu'est-ce que l'Afrique peut attendre du ticket Biden-Harris? On sera également du côté de la Guinée où la réélection d'Alpha Condé pour un troisième mandat est désormais définitive. Nous parlerons ensuite de la République démocratique du Congo. Les consultations politiques qui sont en cours dans le pays. Tshisekedi prépare-t-il ainsi le divorce avec le camp Kabila? Et on évoquera le Togo avec le comité d'action pour le renouveau, la succession de Maître Agboibo. Eh bien, ce sera après l'inhumation de ce dernier. Pour évoquer tous ces sujets, sur le plateau avec moi, David Diagbavi, administrateur de togosite.com. Il est là. Bonsoir, David. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Basile. Et bonsoir aux téléspectateurs. Et donc, face à vous, Basile Agbo de Freedom Fighters. Bonsoir, Basile. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, David. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Sur New York TV. Merci beaucoup. Nous commençons donc avec les États-Unis. La politique étrangère de la future administration Biden n'a pas encore été définie. Joe Biden est resté plutôt prudent sur sa politique extérieure que son administration souhaite mener, mais son équipe affiche des signaux positifs pour un rapprochement avec le continent africain. L'équipe de Joe Biden entend afficher un respect mutuel envers l'Afrique et montrer son engagement sur des questions de démocratie, de sécurité et d'économie. Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump qui a qualifié ses partenaires africains de pays de merde et qui ne s'est jamais rendu en Afrique. David Diagbavi, c'est vrai que quand chaque président américain est élu, bon, c'est un peu comme le patron du monde qui est élu, et donc tous les continents se demandent qu'est-ce qu'on a à y gagner. L'Afrique se pose aussi la question, mais est-ce qu'au XXIe siècle, en 2020, aujourd'hui, cette question mérite encore d'être posée quand on sait que, avant tout, ce sont les Américains qui élisent leur président? Oui, dans une première mesure et dans le système des relations bilatérales et multilatérales, c'est une habitude qui accourt lorsqu'un nouveau président arrive à la tête d'une si grande puissance comme les États-Unis. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui a fait des clins d'œil aux États-Unis ou alors à la nouvelle présidence américaine. Les différentes lettres de félicitations qui ont été adressées par les grandes chancelleries occidentales, par les grands royaumes de l'Europe et du monde entier, également de certains pays qui disposent d'une puissance économique assez avancée, prouvent à suffisance que tous ces États ont besoin de collaborer avec cette grande puissance qui, quoi qu'on dise, représente en tout cas une sorte d'assurance dans les différentes relations de coopération qui existent et qui existeront entre ces différentes entités. Pour le cas de l'Afrique, il y a toujours cette habitude qui vient renouveler le rappel des relations bilatérales qui lient les États-Unis au continent africain. Et pour beaucoup de chefs d'État africains, ne pas avoir le soutien ou alors ne pas avoir l'attention, ne pas bénéficier de l'attention des États-Unis n'est pas bon signe. Et donc tous ces États vont faire une sorte de reconnaissance du pouvoir, du nouveau pouvoir qui a été élu. Et c'est une sorte d'allégeance aussi qui est faite par ces États africains à l'endroit des États-Unis. Vous savez, les deux grands pôles politiques, aux États-Unis, c'est les républicains et les démocrates. On sait que les démocrates sont plus ouverts sur le monde extérieur et leur politique étrangère est beaucoup plus basée sur le respect de la démocratie dans certains pays. Et donc, ils portent beaucoup d'attention. Le contraire est celui des républicains qui fixent leurs objectifs sur la politique intérieure, sur les intérêts des Américains d'abord avant de s'ouvrir vers le monde extérieur. Ce qui fait que beaucoup de présidents républicains élus à la tête des États-Unis n'ont pas réussi à approfondir cette relation bilatérale. Tout le contraire de certains États. Vous avez vu à l'élection de Barack Obama, les différents voyages qu'il a fait en Afrique et aussi les promesses de coopération que la nouvelle équipe de Biden est en train de poser. Ça prouve que les États-Unis ont besoin de l'Afrique
Et l'Afrique aussi a besoin des États-Unis pour asseoir une coopération solide qui permettra aux deux continents de pouvoir bénéficier des intérêts qui pourront ressortir de ces genres de relations bilatérales. Alors, au niveau en tout cas, la future administration Biden, on parle de relations basées sur le respect mutuel. Mais attention, hein, tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, ce n'est pas par altruisme. Non, loin de là. On peut quand même pas dire que on s'intéresse à l'Afrique parce que l'Afrique elle est belle, etc. Non, il y a toujours les jeux d'intérêt. Oui. Vous savez, personne ne peut vivre en autarcie chez soi. Et il n'y a pas de pays qui disent aujourd'hui nous pouvons nous développer nous-mêmes, etc., etc. Quel que soit l'effort que certains pays tentent de faire, eh bien, le monde, nous l'avons dit, est un village planétaire où rien ne peut se passer sans qu'il y ait une incidence de ce qui se passe là sur les autres parties du monde. Donc, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis intéresse à plus d'un titre tous les continents, le monde entier est très intéressé, et surtout, comme nous étions en train de le dire, dans les relations. Et David a dit beaucoup de choses. Lorsque, par exemple, on se place sur le plan des relations entre les États, et surtout les États-Unis, on a toujours vu qu'une administration américaine qui soit donc du côté des républicains ne s'intéresse pas tellement aux affaires du continent africain. Ça, on l'a vu de tous les présidents qui sont passés, qui ont été donc républicains, l'ont démontré à suffisance. Mais lorsque, par exemple, l'administration est du parti des démocrates, on voit également l'intérêt que les démocrates font vis-à-vis donc du continent africain. Et c'est vrai que les gens se disent non, est-ce que nous sommes dans ce 21e siècle, est-ce qu'on peut attendre quelque chose, est-ce que non? Il faut qu'on se rende à l'évidence. On ne peut pas dire que la politique américaine n'a pas d'incidence sur le continent africain. Et donc, il est de bon ton que les Africains attendent quelque chose de la nouvelle administration. C'est bien dit, où il y aura un respect mutuel, parce que nous l'avons vu avec Trump. On a eu comme l'impression que nous avons un gros mastodonte à la tête d'un État qui brime les autres pays et qui choisit avec qui on a de la relation et qui est, je ne sais pas, terroriste ou pas. C'est-à-dire que le président Trump, il se lève un bon matin, il croit que bon, tel pays ne doit pas avoir de relation, et il biffe là-dessus, etc., etc. Et donc, ce n'est plus un respect. Et le langage qu'on tient, je ne sais pas si réellement ces langages sont tenus, parce que la plupart du temps, je le lis sur les réseaux sociaux, et il paraît que les phrases que Trump émet donc en direction de l'Afrique, ce ne sont pas des choses plaisantes. Et il en a nié beaucoup durant sa campagne. Et donc, mais vu le comportement qu'il affichait sur les problèmes de l'intégration, nous avons vu ici où bon, on décide que tel pays ne doit plus, les habitants de tel pays ne doivent plus venir sur le continent américain, et beaucoup de choses que l'administration précédente, c'est-à-dire que Obama avait laissé, ont été, je crois, beaucoup biffées par Donald Trump. Ce qui a fait que beaucoup d'Américains ne se reconnaissaient plus dans l'administration ou bien dans ce que les Américains pensaient vis-à-vis de l'Afrique. Beaucoup d'Américains. Et on savait que un deuxième mandat de Trump sera très difficile. C'est vrai qu'on a épilogué là-dessus ici. Moi, je me suis dit qu'il faut être très prudent, parce que ce n'est pas donné. Et que les démocrates l'emportent, que Biden l'emporte, ce n'était pas donné. Et la preuve, c'est que le jeu a été joué jusqu'à la dernière minute. C'était très serré. Jusqu'à la dernière minute. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est de bon ton que les Africains doivent dire. On attend un certain nombre de choses du côté donc, de Biden et donc de sa colistière, etc. Et on va voir ce que ça va donner. Mais nous espérons que comme c'est des démocrates, il y aura un regard beaucoup plus perçant du côté donc, de l'Afrique et des relations qui seront entre l'Afrique et le continent américain. Alors, on a peut-être beau accuser Donald Trump de beaucoup de mots, mais n'oublions pas que si vous prenez une bonne partie de la situation de terrorisme sur le continent, c'est venu de l'intervention en Libye, dont Barack Obama a été une sorte de caution. Barack Obama avait à l'époque comme vice-président Joe Biden. Oui,
C'est vrai que la question du terrorisme intéresse beaucoup plus les États-Unis. Et pour ces Américains, les sources qui produisent plus ce terrorisme viennent aussi de l'Afrique. Le cas des terroristes du côté du Mali, du côté du Tchad, en tout cas toute cette zone du Sahel, etc. Et certains anciens présidents des pays africains composaient aussi cette alimentation de ce terrorisme-là. C'est ce qui avait justifié l'intervention de la présence des États-Unis dans la guerre qui a fait partir Kadhafi du pouvoir du côté de la Libye. Et malheureusement, à la fin de cette guerre, avec le départ et l'assassinat de Kadhafi, la situation n'est pas aussi rose que celle dans laquelle elle se trouvait au départ. Et Barack Obama l'avait reconnu à la fin de son mandat que c'était la plus grosse erreur de son administration. Et ça fait de lui une sorte de référence, en tout cas. C'est-à-dire, en politique, il y a des erreurs qu'on commet. Et cette reconnaissance n'a pas été le cas de Sarkozy, l'ancien président français, qui avait été le premier à autoriser les bombardements du côté de la Libye. C'est pas la première fois qu'un chef d'État ou qu'un président américain reconnaît des erreurs. Il y a eu le cas aussi de l'Irak, on se rappelle, avec George Bush Jr., qui avait mené une guerre contre le président Saddam Hussein et qui a abouti à son assassinat, à son arrestation et à son assassinat. À la fin, on n'a pas trouvé les armes nucléaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela a suscité beaucoup d'interrogations. Et donc, ces différentes interventions militaires des États-Unis constituent en tout cas la confirmation des intérêts que ce pays va rechercher dans certains États africains où, lorsque vous prenez ces États, la Libye par exemple, l'Irak par exemple, vous voyez que leur sous-sol est rempli de pétrole, ils ont des richesses, et donc quand il y a des richesses quelque part qui intéressent les États-Unis, il est facile à ces présidents de trouver un argument pour faire peut-être partie le président au pouvoir, etc. Et donc, aujourd'hui, je crois que les choses ont pu avancer. La preuve, depuis Barack Obama, après Barack Obama, il y a eu Donald Trump qui est arrivé, et sous sa présidence, les États-Unis n'étaient pas engagés dans une autre guerre, quelle que soit la nature de la guerre. En tout cas, pour les 4 années de sa présidence, il n'a fait aucune guerre. Voilà, c'est l'une des rares présidences sous laquelle les États-Unis n'étaient pas engagés dans une guerre. Lorsqu'on prend depuis Ronald Reagan jusqu'à George Bush père. Et ça, c'est tout le contraire des républicains qui sont déjà en guerre. Voilà. Et il y a eu des zones qui devaient justifier l'intervention militaire des États-Unis dans certains pays, mais Donald Trump a fait tout son possible pour éviter d'engager les États-Unis. C'est ce qui a composé aussi la motivation qu'il avait de penser d'abord aux Américains. Il a dit, c'était sa devise, redonner la force aux États-Unis. Il a pensé aux États-Unis, mais malheureusement, cela n'a pas suffi pour les Américains qui devaient lui porter ou lui apporter encore une seconde chance. Et donc aujourd'hui, je pense que avec l'évolution du monde, les situations ou les zones dans lesquelles il y a des guerres, n'intéresse plus beaucoup certaines puissances, puisqu'au-delà de ces interventions, c'est des pertes en vies humaines. On a le cas de la France qui a perdu beaucoup de ses soldats au Mali, au Tchad, en Côte d'Ivoire ou alors au Cameroun, dans certains pays qui sont touchés par le terrorisme. Et donc, les États-Unis aujourd'hui pensent avec beaucoup de recul à redonner espoir aux Américains et à éviter d'engager les États-Unis dans des situations de guerre qui, au final, n'apporteront rien de concret, seulement que des pertes en vies humaines, des séparations, des divisions de famille, etc. Donc, il faut quand même reconnaître que sous Trump, il y a eu ce recul-là, il y a eu cette prise de conscience qui a éveillé son engagement à travailler pour les Américains et non pas à aller défendre les intérêts des Américains dans des zones où forcément il y aura des pertes de vies humaines. Mais en même temps, quand au niveau de ces administrations, il y a aussi quelque chose qui est assez récurrent, c'est cette façon de présenter l'Afrique comme un pays. Non, l'Afrique n'est pas un pays. C'est que nous avons pris un mauvais pied en Afrique, de présenter notre continent dans une position, je ne sais pas, de main tendue tout le temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait en sorte que
le respect qu'on doit à l'Afrique lui aille par le fait que nous-mêmes nous présentons comme une force. Ceux qui ont prôné l'unité africaine, les Nkrumah dont nous sommes en train de parler, et ceux qui l'ont suivi après, avaient eu cette idée de faire en sorte que le continent africain pèse devant le continent américain. On dira pratiquement le continent américain, les États-Unis forment tout un continent. Et donc si on était arrivé en Afrique à donner cette force à l'Afrique, et que l'Afrique soit un continent uni, et que nous ayons le système, par exemple, américain en Afrique, le système américain en Afrique, où on a des États regroupés donc autour d'un président fort, mais ceux-là ne prendront pas l'Afrique pour un pays, ils prendront l'Afrique pour un continent, mais respectable. C'est ça le problème. C'est justement cette réalité qu'il faut peut-être expliquer, parce que l'Afrique, moi je me rappelle, je ne sais plus quel président qui disait que si on veut faire l'unité de l'Afrique, il faut faire des unités peut-être plutôt linguistiques. Vous avez les francophones, vous avez les anglophones, vous avez les, les arabophones. De toutes les façons, ça pourra réussir si on s'y mettait réellement. Au départ, si nous voulons retourner vers l'histoire de l'échec, moi je dirais, des États-Unis d'Afrique, qui a commencé depuis Nkrumah, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Où Houphouët-Boigny a dit qu'il ne voudrait pas que son pays soit la vache à lait de l'Afrique. Que son pays est puissant, il ne voudrait pas que donc ce soit son pays qui traîne. Et c'est là où nous sommes restés jusqu'à présent. Et c'est parce que nous ne sommes pas arrivés en Afrique, nos présidents ou bien les hommes d'État ne sont pas arrivés en Afrique à donner cette image de force à l'Afrique. Et que donc les gens vont nous traiter de ce que, bon, ne pourront que pleurer et dire que, bon, ils nous traitent mal. Mais il y a une réalité qui est là. Il faudrait que les Africains un jour se disent, il faudrait que nous arrivions à donner une image forte à l'Afrique pour que les autres continents, les autres États, les États-Unis surtout, nous donnent un respect. D'accord. On va partir pour la première pause et on revient continuer.